Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Lancement d'un atelier sur les statistiques des finances publiques qui s'est tenu aujourd'hui. Aux nouvelles mondiales, 191 migrants secourus en Méditerranée centrale. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Actualité à la une de ce journal, où sous le patronage de son Excellence M. Ismail Ibrahim Roble, ministre du Budget, un atelier de réflexion sur les statistiques des finances publiques a été inauguré ce matin au Palais du Peuple à Djibouti. Cet événement d'envergure, qui se poursuivra jusqu'au 29 août, marque une étape importante dans la volonté du gouvernement djiboutien d'améliorer sa gestion des finances publiques. L'objectif principal de cet atelier était de renforcer les capacités nationales en matière de production, d'analyse et d'utilisation des données financières publiques. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à optimiser la gouvernance économique du pays. En effet, l'événement a rassemblé des hauts cadres issus des différents services et départements du ministère du Budget. Parmi les participants de marque, on note la présence de Mohamed Moussa Roble, directeur général de l'administration des impôts, ainsi que des représentants clés des directions des impôts et des douanes. Au cours des prochains jours, les participants se pencheront sur plusieurs thématiques cruciales, notamment l'amélioration des méthodes de collecte de données financières, l'harmonisation des méthodologies utilisées dans différents services, l'optimisation de la diffusion des statistiques des finances publiques. Cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement djiboutien de moderniser ses pratiques en matière de gestion financière en renforçant les qualités et la fiabilité des données statistiques. Les autorités espèrent pouvoir prendre des décisions plus éclairées et améliorer la transparence de la gestion du fonds public. L'atelier représente une opportunité unique pour les cadres du ministère du Budget de partager leur expérience, d'identifier les défis communs et de proposer des solutions innovantes pour améliorer la gestion des finances publiques du pays. À l'heure où la bonne gouvernance économique est plus que jamais un enjeu crucial pour le développement, cette initiative pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont Djibouti gère ses ressources financières. Avec plus de détails, voici un extrait de l'intervention du ministre du Budget, son Excellence M. Ismail Ibrahim Roble. Dans le contexte actuel où la transparence, l'efficacité et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques sont plus que jamais au centre de nos préoccupations, la qualité des statistiques des finances publiques devient un enjeu fondamental. Ces statistiques, vous le savez autant que moi, ne sont pas seulement des chiffres. Elles représentent des outils cruciaux pour l'élaboration de politiques publiques, la prise de décisions éclairées et la gestion rigoureuse de nos finances. L'atelier que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Il vise à renforcer nos capacités à produire, analyser et utiliser les données financières publiques pour une meilleure gouvernance économique. Cela revêt une importance particulière car nous sommes engagés dans un processus de réforme des finances publiques qui pose des questions fondamentales et qui repose sur 3 piliers essentiels: la transparence budgétaire, l'efficacité des dépenses et la responsabilité dans la gestion des ressources. À cet effet, je vous engage à aborder ces débats avec un esprit ouvert, participatif et une volonté surtout d'innovation. Notre pays a besoin de statistiques financières qui reflètent fidèlement la réalité économique et budgétaire et qui permettent de bâtir un cadre solide pour une croissance inclusive et durable. Je reste convaincu que les réflexions issues de cet atelier poseront les bases pour une gestion plus efficace de nos ressources publiques et permettront d'accroître la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires dans la gouvernance financière de notre pays. Toujours dans l'actualité nationale, en Égypte, toujours en mission de travail, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a été reçu hier samedi 24 août 2024 au Caire, capitale de l'Égypte, par le nouveau ministre égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables, son Excellence M. Mohamed Mostafa Esmat. L'entrevue s'est déroulée en présence de notre ambassadeur en République arabe d'Égypte et représentant auprès de la Ligue des États arabes, son Excellence ambassadeur Ahmed Ali Barre, des conseillers techniques du ministre, en l'occurrence M. Mahdi Wabri,
et Abbas Aden, le directeur de l'énergie, M. Goulet. Au centre de ces discussions, les deux ministres djiboutiens et égyptiens, l'excellence et la qualité des relations bilatérales d'amitié et de coopération déjà existantes entre les deux pays frères et amis, ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage, notamment dans les secteurs de l'électricité et des énergies renouvelables. L'entretien a également porté sur la possibilité pour le groupe énergétique égyptien d'opérer à Djibouti et d'explorer des projets communs dans le domaine des énergies renouvelables, plus précisément l'électrification des villages éloignés du réseau de distribution électrique nationale par l'installation des mini-centrales solaires. Sur ce point précis, il a été question également de la finalisation dans les prochains jours du contrat d'exécution du projet de construction de la centrale solaire d'Omar Jaga de plus de 300 kW ainsi que le déploiement des centaines de pompes solaires dans des puits situés dans les zones rurales qui permettront aux populations des villages les plus éloignés d'accéder à l'eau potable. Les deux parties n'ont pas manqué aussi d'aborder des projets de programmes de formation et d'assistance technique en faveur des ingénieurs du ministère de l'Énergie pour transférer l'expertise égyptienne en matière énergétique à Djibouti. Au nord du pays à présent, à Obok, où l'Association pour l'avenir et le développement a organisé hier, samedi 24 août, une cérémonie de clôture du projet visant à promouvoir la lutte contre les violences faites aux femmes afin de renforcer la promotion de l'éducation et de combattre l'abandon scolaire des jeunes filles. L'événement s'est déroulé au conseil régional d'Obok en présence du président de l'association, M. Ibrahim Mohamed, du représentant du conseil régional d'Obok, le point focal de la santé, mère et enfants du CMH d'Obok, ainsi que les représentants de la gendarmerie et de la police, ainsi que les jeunes bénéficiaires de la formation sur les VGB et les MGF. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local financé par l'USAID et mis en œuvre par l'ONG américaine des Kaizen Company dans le cadre de la composante 3 qui vise à promouvoir l'impact socio-économique des VGB et MGF, la promotion des actions de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines. Au cours de cette même cérémonie, de nombreux intervenants partageaient leur expérience et leur expertise sur la question de violences basées sur le genre, mettant en lumière l'importance de lutter contre ce fléau et de soutenir les victimes. La cérémonie se clôturait par la remise des attestations de participation aux ateliers de formation sur les pratiques discriminatoires et les différents types de VGB, et elle marque une étape importante dans la sensibilisation et la lutte contre les violences basées sur le genre. Toujours au nord, à Tadjoura, l'association Miroir de la jeunesse de Adaïdou a clôturé jeudi 27 août 2024 la 27e édition de ses activités estivales, marquant ainsi la fin d'un mois d'activité intense. Cette activité estivale organisée en collaboration avec le secrétaire d'État chargé des sports a rassemblé plusieurs centaines de jeunes venus de plusieurs localités de la région, dans une ambiance conviviale et sportive qui a su unir les jeunes et renforcer la cohésion sociale. La journée de clôture a débuté dès le matin avec l'épreuve d'endurance. Elle a également été marquée par la finale du tournoi de volleyball. L'après-midi a quant à elle été le théâtre de la grande finale du tournoi de football, l'un des moments forts de ces activités estivales. L'équipe de Yagori, après un parcours remarquable, a affronté celle de Moula dans un match intense qui a tenu en haleine de nombreux spectateurs présents. La soirée a été l'occasion de célébrer la fin de cette édition à travers une grande fête animée par des artistes de renom, musique, danse et spectacles ont rythmé cette soirée mémorable. Ces activités estivales ne sont pas seulement une opportunité de divertissement, mais aussi un moment privilégié pour renforcer les liens sociaux et encourager l'épanouissement des jeunes, a déclaré le président de l'association dans son intervention. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, près de 200 migrants ont été secourus en Méditerranée centrale vendredi par l'ONG Médecins sans frontières. Les détails avec mon collègue Moussa Bachir. J'ai Médecins sans frontières.
C'est après 4 jours passés à la dérive en mer suite à une panne de moteur de leur bateau que ces personnes ont été repérées par le navire de Médecins sans frontières, Geo Barents. Ils étaient précisément 191 à bord de l'embarcation de Fortune. Au total, 5 opérations de sauvetage ont été nécessaires pour rassembler tous les passagers. Certains ont été repêchés dans l'eau. Les migrants ont été ensuite conduits vers le port italien de Salerme. Gaza, les pêcheurs risquent leur vie pour nourrir les Palestiniens. Dans la bande de Gaza, les populations sont remettent désormais aux pêcheurs pour avoir de quoi se nourrir. Les détails avec toujours M. Moussa Bachir. Désormais aux pêcheurs pour avoir de quoi se nourrir. Plus de 4000 pêcheurs qui bravent les restrictions qui leur sont imposées par Israël dans la Méditerranée. Et il est aujourd'hui très risqué d'approvisionner en poissons frais 2,2 millions de Palestiniens affamés, l'autre visage de la guerre. De nombreux pêcheurs ont indiqué que l'espace dont ils disposent pour pêcher est extrêmement limité et qu'il y a un risque que les navires israéliens s'approchent d'eux et les tuent à tout moment. Au cours des premières semaines de la guerre contre Gaza, les forces d'occupation israéliennes ont bombardé les ports de pêche dans tous les gouvernorats de la bande de Gaza, détruisant la plupart des bateaux de pêche. La pêche a été interrompue par crainte d'être prise pour cible par Israël, comme c'est le cas lors de chaque guerre et de chaque escalade majeure. Ismaël Abou Jawab, 35 ans, capitaine de bateau, réside à Der al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, il n'a pas pu pêcher. Lorsque la guerre s'est prolongée et que la faim s'est intensifiée en raison du siège israélien, des centaines de pêcheurs et d'amateurs ont été contraints de prendre le risque de naviguer en mer à la recherche d'un moyen de subsistance. Avant la guerre de Gaza, plus de 4000 pêcheurs et des centaines d'amateurs travaillaient dans le secteur de la pêche, qui était leur seul moyen de subsistance. Les prix des produits de base dans la bande de Gaza ont grimpé en flèche après la fermeture du point de passage frontalier avec l'Égypte, qui a aggravé la pénurie en temps de guerre. À Bangladesh à présent, près de 300 000 personnes réfugiées dans des abris après des inondations. Toujours avec Moussa Bachir. Près de 300 000 habitants du Bangladesh ont dû se réfugier dans des abris d'urgence pour fuir les inondations frappant ce pays d'Asie du Sud qui vient de connaître un séisme politique, selon des responsables des services de secours. Les inondations déclenchées par des fortes pluies de mousson au Bangladesh et en Inde ont provoqué la mort d'au moins 42 personnes depuis le début de la semaine et forcé près de 300 000 personnes à se réfugier dans des abris de fortune, selon des responsables des services de secours. Pays de faible altitude, le Bangladesh, avec 170 millions d'habitants, est traversé de centaines de cours d'eau et une bonne partie de son territoire est constituée de deltas et de grandes fleuves himalayennes, le Gange et le Brahmaputra. Plusieurs affluents de ces deux fleuves continuent à déborder, mais les prévisions tablent sur une pluie s'amendrissant dans les jours à venir. L'accès aux districts inondés est entravé par les dommages infligés aux autoroutes et voies ferrées reliant la capitale Dhaka et Chittagong, la principale ville populaire du pays, qui ont désorganisé l'activité économique. 24 personnes sont mortes dans l'état indien du Tripura depuis lundi, a déclaré l'AFP, le responsable de l'agence de gestion des catastrophes de cet état, Sarat Kumar Das. Au Bangladesh, 18 autres ont été tués, selon Kamrul Hassan, secrétaire du ministère de la gestion des catastrophes. En Égypte, à présent, une entreprise égyptienne fabrique des tuiles pour le bâtiment à partir de déchets plastiques. L'objectif est de rendre le secteur de la construction plus respectueux de l'environnement. Il s'agit de Teal Green, une jeune entreprise égyptienne de 3 ans dont les fondateurs ont mis au point une nouvelle technologie permettant de transformer de vieux morceaux de plastique en carrés sans ciment. Ces minuscules morceaux de plastique sont mélangés à du sable pour créer une substance qui est moulée dans le produit final. Teal Green se concentre sur les déchets plastiques indésirables qui finissent généralement dans les bennes à ordures ou dans les rues, sous la forme de sacs en plastique à usage unique et d'autres contenants alimentaires qui ne peuvent être pas recyclés en toute sécurité. L'entreprise poursuit 2 objectifs: fabriquer des matériaux de construction qui offrent une alternative aux tuiles polluantes à base de ciment et réduire les déchets en Égypte. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.